Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir notre message du jour avec le contenu d'une nouvelle enveloppe. Alors c'est intéressant parce qu'il s'agit de l'enveloppe numéro 9, le numéro des fins de cycle, et vous allez voir que le message est assez en phase avec ça. J'ai déjà regardé les cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes ressentis, et puis on va voir quels sont les messages pour nous. Et vous aurez la possibilité après de compléter avec un petit 3 choix si vous le souhaitez. Donc c'est parti. Donc je vous donne mon ressenti global et puis après on va voir un petit peu les cartes plus individuellement. J'ai eu d'abord un ressenti de quelque chose qui est au second degré, quelque chose qui ne se prend pas au sérieux. Donc une atmosphère plutôt légère, comme un décor de théâtre en carton ou en papier, dans une matière comme ça qui peut faire illusion, mais on voit quand même que c'est fabriqué, que c'est fait pour faire semblant. Comme on peut voir dans une pièce de théâtre, voir une pièce de théâtre de fin d'année dans une école, donc on y croit, on joue le jeu, mais on voit bien que tout est faux en fait. Et il n'y a même pas une tentative de faire illusion. Les éléments sont là plus pour symboliser, pour signifier, comme quand on était enfant et qu'on disait, on imaginait qu'on était tel personnage, ou on dirait que ça, ce serait ça, ou que moi je serais tel personnage. Mais il n'y a rien de réaliste en fait. On est là pour jouer, on est là pour faire semblant, et on prend plaisir à faire semblant. On prend plaisir à voir que c'est faux, et à faire semblant d'y croire en quelque sorte. Donc c'est une première sensation qui pourrait nous parler de jouer avec la vie. Et la question qu'on pourrait se poser en voyant tout ce décor, ce factice, c'est qu'est-ce qu'il y a dessous? Parce que quand on monte un décor pour une pièce de théâtre, par exemple, on croit à l'espace d'un moment pendant la pièce de théâtre, on croit au décor, on croit à l'histoire, et quand le spectacle est fini, on retourne dans la vraie vie, entre guillemets, qui reprend son cours. Donc là, si on a ce décor factice qui est là juste pour faire semblant, ce serait quoi la vraie vie qui est derrière? On va voir ce que nous dit la suite du tirage. Si on regarde les cartes un peu plus précisément, on a donc ici une image avec, moi je vois une porte de saloon au milieu d'un lac, entourée de bouleaux. C'est une carte que j'adore, je suis déjà tombée dessus, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette carte. Ensuite, on a une peinture, si je vous remettrai je ne sais pas si on voit très très bien, je vous les remettrai plus nettes si jamais on ne voit pas bien. On a une peinture d'un paysage industriel de l'auteur s'appelle Charles Schiller et c'est un peintre américain. Et puis ici on a le jackalope. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette créature qui vient du folklore américain et qui est donc un lièvre antilope. Le texte, je vous lis le texte du jackalope. À la fois lièvre et antilope, le jackalope fait partie du folklore américain. Également appelé lapin cornu, il est réputé farouche, raison pour laquelle il est très difficile à observer. Il peut même se montrer agressif si l'on tente de l'approcher. Il imiterait la voix humaine à la perfection. Des cow-boys racontent en avoir déjà entendu au loin lors de soirées autour du feu. Donc dans ces trois cartes, on a une très forte présence de la culture américaine en fait. Et même
on pourrait dire du Far West. En tout cas, on a quelque chose en lien avec l'Amérique, le continent américain. Ça peut être littéralement, ça peut être symboliquement, ça peut être les deux options. En tout cas, il y a cette énergie-là qui est présente au début. Donc on va voir comment ça résonne avec la suite. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que la toute première carte, la porte de Saloon, une réflexion qui m'est venue, c'est on dirait le nouveau monde après un cataclysme. Et là, j'ai pris conscience que le nouveau monde, c'est les Amériques aussi, qui sont appelées comme ça. En tout cas, qui étaient appelées comme ça à l'époque de Christophe Colomb. Mais il arrive encore qu'on entende parler de l'Amérique en ces termes de nouveau monde. Donc pour moi, le message, je vous propose d'orienter la lecture comme ça, avec cette notion de nouveau monde qui nous est assez familière maintenant depuis le temps qu'on entend parler de 2026 comme le début d'un nouveau monde, 2025 la clôture, l'année 9, et puis 2026 l'année 1, démarrage en tout cas de quelque chose de totalement nouveau, avec des éléments dont je ne peux pas parler parce que on ne les connaît pas, enfin en tout cas moi je ne les connais pas. On verra ça quand on y sera. Mais pour moi là, le tirage attire notre attention sur toutes ces nouveautés qu'on va pouvoir découvrir très bientôt. On a donc une petite carte de la foi, un conte qu'on va aller regarder qui s'appelle Barbe Rouge, une petite carte de Camino qui nous dit me laisser porter par le courant. On a la grande prêtresse et l'araignée. L'araignée nous parle de tissage. Donc, je vous lis un extrait de la symbolique. Araignée, toi qui tisses des toiles de délices et de joie, tisse-moi un monde où règne la paix, que ta toile reflète la création en attente du grand déploiement. Donc je trouve ça très puissant comme symbolique, l'araignée qui tisse la toile de la création, c'est pas vraiment ça qui est dit, que ta toile reflète la création en attente du grand déploiement. Je trouve ça très cohérent avec l'énergie de démarrage de quelque chose de totalement nouveau qu'on a dans ces premières cartes du tirage. Il y a l'idée de se renouveler, de se réinventer totalement. L'araignée a tissé la toile qui donna aux humains leur première vision de l'alphabet. Les lettres formaient les angles de cette toile. Le chevreuil demanda à l'araignée ce qu'elle tissait et pourquoi toutes ces lignes faisaient figure de symboles. L'araignée répondit : « Eh bien, chevreuil, il est temps que les enfants de la terre sachent enregistrer leur progrès dans leur cheminement terrestre. » Le chevreuil répliqua : « Mais les humains ont déjà des images qui expriment en symboles l'histoire de leurs expériences. » « Oui, bien sûr, mais les enfants de la terre deviennent de plus en plus compliqués. Les générations à venir devront en savoir plus. Les humains de demain ne sauront pas déchiffrer les pétroglyphes. » Et c'est ainsi que l'araignée, créatrice cosmique, tissa l'alphabet primordial comme elle avait tissé le rêve du monde avant qu'il ne se manifeste. Il y a des millions d'années, ce rêve de l'araignée a porté fruit. Le corps de l'araignée a la forme du 8, 2 lobes joints à la taille et auxquels s'attachent 8 pattes. L'araignée est le symbole des possibilités infinies de la création. Ces 8 pattes représentent les 4 vents du changement
et les 4 directions de la roue de médecine. Cette habile fileuse tisse la destinée de ceux qui se font prendre dans ses filets pour lui servir de nourriture. Une destinée semblable à celle des humains qui se laissent berner par les apparences illusoires et trompeuses du monde physique et ne savent pas voir, au-delà de l'horizon, les autres dimensions de la réalité. La toile de la destinée symbolise aussi la roue de fortune, qui ne laisse aucune place au choix et aux solutions. C'est tout à fait humain de se laisser entraîner dans la dualité bien-mal, sans penser que l'on peut changer le cours des choses. Pourtant, il faut faire preuve de détermination pour changer le cours de nos vies, sinon nos peurs et nos limites auront vite fait de nous engloutir. L'araignée, c'est l'énergie féminine de la force créatrice, celle qui tisse les beaux destins. Sa toile compte des centaines de motifs élaborés qui captent la rosée du matin. Donc, ça rejoint l'idée du décor factice, le fait de ne pas croire à l'illusion, de ne plus croire à l'illusion, de voir le décor s'effriter, s'effondrer. Quand on dit « cette habile fileuse tisse la destinée de ceux qui se font prendre dans ses filets pour lui servir de nourriture », une destinée semblable à celle des humains qui se laissent berner par les apparences illusoires et trompeuses du monde physique et ne savent pas voir, au-delà de l'horizon, les autres dimensions de la réalité. Donc là, on nous invite, on est vraiment dans cette année 9, dans cette fin de cycle, où on nous invite à laisser s'effriter le paysage, à voir s'écrouler ce qui est factice, à se rendre compte que c'est factice et à simplement observer ces structures factices qui s'effondrent. Là, on n'est pas encore à l'heure de la reconstruction ou de la construction ou de la création, même si l'araignée nous invite à créer. Là, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'on est à l'étape juste avant, que l'araignée, c'est la promesse de tout ce qui va pouvoir être créé, mais qu'avant de créer, il faut déconstruire, même pas déconstruire, parce que là, j'ai l'impression que ce n'est pas un acte volontaire. L'acte qui nous est demandé, c'est simplement de regarder les choses se faire, de prendre conscience du décor qui s'effrite, de prendre conscience que tout est une blague en quelque sorte, que c'est faux, que c'est périmé, que ça n'a plus lieu d'être, qu'il est temps que, en gros, la pièce de théâtre est finie, il est temps de démonter le décor. J'aime beaucoup l'image de la création en attente du grand déploiement. C'est ça, c'est en attente. Ça nous dit bien qu'il y a tout ce potentiel qui est là, mais là, on est vraiment dans un entre-deux où le décor se fissure et laisse place à un terrain vierge où il y aura tout à construire. Le conte s'appelle donc Barbe Rouge et je vais vous le mettre à l'écran. J'espère que vous pouvez voir ce qui est écrit parce que j'ai pas encore de solution pour mettre un lien dans la description, que vous puissiez la voir de façon plus nette. Mais en tout cas, je vous le mets à l'écran et si vous avez envie de le lire et que vous pouvez, lisez-le. Mettez pause et prenez le temps de le lire. Et puis, et sinon, je vais vous en parler. Donc, Barbe Rouge, quand je l'ai lu, m'a tout de suite fait penser à Barbe Bleue, le conte très connu Barbe Bleue. Et en faisant un parallèle entre ces deux contes, Barbe Bleue et Barbe Rouge, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments très intéressants. Donc l'histoire de Barbe Bleue, si vous la connaissez, c'est donc une femme qui épouse un homme. On nous dit, j'ai regardé le conte, il est sur internet, je l'ai trouvé sur Wikipédia pour me le remémorer. On nous dit un homme laid et terrible, donc elle l'épouse par intérêt financier. Et puis cet homme, son mari, part en voyage et il lui interdit d'aller dans une certaine pièce de la maison. Et pendant son absence, cette femme y va quand même, par curiosité.
et quand il rentre, il s'en aperçoit et décide de la tuer. Donc elle entre dans la pièce et découvre les cadavres de ses précédentes femmes. Il décide de la tuer par représailles d'être entré dans cette pièce. Voilà, une histoire de clés tachées de sang et tout ça. Mais en gros, c'est ça. Barbe Rouge, c'est une histoire proche, mais en pire, en quelque sorte. Dans Barbe Bleue, on pourrait au moins se dire que il lui a demandé de respecter son jardin secret et elle ne l'a pas écouté. Donc on peut comprendre qu'en découvrant ça en rentrant de voyage, qu'elle n'a pas respecté sa vie privée, on peut comprendre qu'il soit en colère, même si ça ne justifie pas de la trucider, on est d'accord. Mais dans Barbe Rouge, il décide de la tuer, en gros, parce qu'il en a marre d'elle, il ne la supporte plus. Il lui dit « Jeanne-Marie, c'est aujourd'hui que je vais te tuer ». Et elle ne remet pas du tout en question cette décision. Elle dit « D'accord, mais d'abord je vais aller me changer ». Dans Barbe Bleue, il est furieux, il a ses émotions très fortes, il est furieux qu'elle ait trahi sa parole, il lui faisait confiance, etc. Là, vraiment, dans Barbe Rouge, c'est complètement arbitraire. Donc, la tyrannie est encore pire. On peut aussi voir que le rouge, au lieu du bleu, peut véhiculer l'idée d'un vécu plus concret, plus incarné, quelque chose qui est vécu concrètement dans la réalité matérielle. Le rouge, si on se réfère à la symbolique des couleurs et notamment aux couleurs des chakras, le rouge est plus bas et donc plus ancré, plus incarné dans la terre. Le bleu est plus éthéré. Donc Barbe Bleue peut nous parler d'une histoire plus allégorique, poétique, alors que le rouge serait plus incarné et nous parlerait de quelque chose de réellement vécu dans l'expérience. Donc j'espère que ce n'est pas quelque chose que vous vivez dans votre expérience, cette histoire. C'est quand même un peu terrifiant. Mais alors ça peut aussi être symbolique, mais mon ressenti là, c'est que le personnage du conte Barbe Rouge est plus tyrannique et la femme est encore plus soumise que dans Barbe Bleue. Donc le message là, ça concerne aussi quelque chose de périmé, un fonctionnement qui a fait son temps et sur lequel l'humanité s'est longtemps basée, qui est un rapport de force entre le masculin et le féminin, et notamment une tyrannie du principe masculin sur le principe féminin. Donc je ne parle pas des hommes et des femmes, même si historiquement il y a aussi des choses sur ce plan-là, mais je parle surtout symboliquement, mais ça va avec, symboliquement et énergétiquement au sein d'une même personne aussi. Le fait de privilégier le principe masculin, c'est-à-dire l'action, la rationalité, la logique, le carré, ce qui structure, et le système scolaire aussi a beaucoup privilégié ça, la logique, l'intellect, et toute la sphère émotionnelle et intuitive est complètement ignorée par le système scolaire actuel, en tout cas pour ce que j'en sais. Mais je pense que là, il ne faut vraiment pas borner ça ni à l'enseignement, ni aux relations genrées. En fait, vous pouvez prendre cette symbolique, vous pouvez appliquer cette symbolique au domaine de vie où vous la vivez concrètement dans votre expérience. Et on peut aussi voir ça de façon très générale et globale comme un changement planétaire, un changement au sein de toute l'humanité. Encore une fois, le décor s'écroule et qu'est-ce qu'il y a derrière là, il y a comme une indication avec le conte il y a un rééquilibrage ou en tout cas une harmonisation qui demande à être faite entre des opposés. Il s'agit peut-être aussi simplement d'arrêter d'opposer les choses, donc de vivre moins dans la dualité. Ça va être coton en tant qu'humain de vivre moins dans la dualité parce que on est quand même là pour ça, mais on l'a vécu tous ces derniers
siècles, tous ces derniers millénaires, on a vécu la dualité de façon très très extrême, très contrastée. Et là, il y a peut-être moyen d'assouplir, d'adoucir un peu les choses, à voir comment on va choisir de créer en tant qu'humanité, de tisser la toile du nouveau monde. Comme symbole important, on a aussi le 8 de l'infini, qui est présent dans le corps de l'araignée. Et alors, je croyais qu'il était dans le conte, mais non, je ne le vois pas. Je croyais qu'il y avait un oiseau qui traçait des 8 dans le ciel, mais je ne le retrouve pas. C'est peut-être dans Barbe Bleue. Je ne sais plus où je l'ai vu. Mais en tout cas, il y a ce 8. C'est aussi dans Barbe Rouge, c'est la 8e femme de Barbe Rouge dont il est question. Donc on a ce chiffre 8. C'est le lemniscate, qui est un symbole qui nous parle de l'énergie de vie, de l'ordre cosmique, d'une harmonie, d'un équilibre, d'une danse entre les opposés. Il y a aussi la notion de se révéler à soi-même. C'est comme si la nouvelle humanité, elle était déjà là, en dessous, et qu'on avait juste à lâcher l'ancien, à laisser tomber encore une fois le factice, et oui, l'ancien, le périmé, pour voir apparaître la nouvelle, j'allais dire, la vraie humanité. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce serait une humanité où on est moins pétri de faux semblants, de contrastes, de jugements et de peurs, et où peuvent s'exprimer les qualités qui viennent de nos dimensions plus vastes et qui restent présentes même quand on est incarné en tant qu'humain, mais qui parfois sont cachées sous des couches très épaisses de contrastes, de peurs, de croyances. Là, on a une idée de l'ampleur de ce qui se joue, mais justement, on a la grande prêtresse. Elle nous parle d'un savoir caché, et là, elle semble nous dire « Vous ne comprenez rien, c'est normal. Le secret sera révélé en son temps. » On a ces petits schémas là de lune en bas qui montrent qu'on est vraiment à un tournant. On est à la croisée des chemins. On va bientôt voir l'autre face de la lune, la face cachée, qui nous était invisible jusqu'à présent. Mais on est vraiment dans cet entre-deux. C'est en train de tourner. On est en train de ne plus voir la face du passé, mais on ne voit pas encore la face du nouveau. Et le fait que ce soit la papesse, la grande prêtresse, qui soit sortie là, nous confirme vraiment que on n'est pas au temps des révélations. On est au temps de comprendre et de voir clairement que l'ancien se craquelle, que le décor est factice et qu'il est en train de tomber, mais on ne voit pas encore ce que ça va donner, où ça va nous mener. On ne voit pas encore aussi parce que on va participer à la création. Donc le nouveau monde, il sera aussi ce qu'on veut qu'il soit. Et puis, elle a des ailes de chauve-souris, cette grande prêtresse. Et la chauve-souris symbolise la renaissance. Alors, je vais vérifier dans le livre quand même, mais déjà, la notion de renaissance, elle appuie cette idée qu'on est vraiment à un tournant, à une fin de cycle. C'est même pas une fin de cycle en fait, c'est la fin d'un monde. Et qu'on est amené à mourir, symboliquement, pour renaître complètement à neuf, repartir vraiment de zéro. Et puis on a aussi l'idée, je vais lire la chauve-souris après, mais que on nous invite à avoir foi en cette nouveauté qui arrive, en ce nouveau monde, à ne pas être dans la peur de ce qui disparaît, ni la nostalgie, mais il peut y avoir des peurs quand même. Notre humanité fait de nous des êtres d'émotion, parce qu'on est des êtres
mortelle, et donc on a toujours cet instinct de survie qui nous amène à avoir peur de tout ce qui semble menacer notre intégrité. Donc c'est naturel d'avoir peur en voyant que le monde s'écroule. Mais là, on nous invite à, d'une part, nous laisser porter par le courant, ce qui nous dit que c'est effectivement pas encore le moment de créer. Pour l'instant, on se laisse juste porter. On regarde l'ancien disparaître, s'effriter, et puis avoir foi en ce qui s'en vient. Chauve-souris sacrée a volé vers moi, du fond ténébreux de sa caverne, reflet du giron maternel. Elle m'a apporté des réponses. Naissance, mort, renaissance, cycle sans fin de l'ensemble. Disparu à peine le temps d'une éclipse, c'est le voyage de l'âme. Et puis on a ce texte aussi. La chauve-souris symbolise le besoin d'une mort rituelle pour une façon de vivre qui ne convient plus à votre nouveau niveau de croissance. Cela peut vouloir dire laisser tomber de vieilles habitudes et adopter une attitude qui prédisposera à une renaissance et, dans certains cas, à une initiation. Dans tous les cas, la chauve-souris annonce la renaissance d'une partie de vous-même et la mort de vieilles structures. Si vous résistez à votre destinée, il s'ensuivra peut-être une mort lente qui s'étire ou qui fait souffrir. L'univers vous demande de grandir et de vous propulser vers l'avenir. Pour y arriver, vous devez mourir de la mort du chaman. Donc voilà, tout ça nous dit vraiment la même chose. Donc si je résume les messages de ce tirage général, de cette guidance générale, on nous parle du nouveau monde en tant que transition planétaire. Le paysage est en train de changer du tout au tout. Le décor factice est sur le point de tomber. La papesse ou grande prêtresse nous dit: qu'y a-t-il derrière? Mystère. C'est normal de ne pas savoir pour l'instant. Vous allez bientôt voir la face cachée. Tout va bientôt se révéler. Laissez-vous porter par le courant. Et puis il y a une espèce de fraîcheur dans tout ça, une insouciance. On peut avoir des émotions, on peut avoir des peurs, mais on peut aussi être insouciant et garder un regard un peu émerveillé, d'innocence et de curiosité. On fait table rase du passé. Et puis on a la toile de l'araignée qui reflète la création en attente du grand déploiement. Donc c'est un message assez puissant et je vous propose de compléter cette guidance générale avec un petit 3 choix en allant regarder ce qu'il y a pour vous derrière l'énergie de la papesse, de la grande prêtresse. Elle nous dit qu'on ne va pas tarder à savoir, que c'est normal de ne pas savoir pour le moment, mais on va essayer d'avoir quand même quelques infos et peut-être un conseil pour aborder au mieux ce nouveau monde. Donc je vous propose de choisir entre ces 3 grandes prêtresses et puis on va aller voir après ce qu'elles nous disent. Le minutage est dans la description et je vous retrouve pour votre choix. À tout de suite. Donc bienvenue si vous avez choisi la première grande prêtresse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre dans le paquet et puis mélanger. Et ensuite, on va chercher notre grande prêtresse. Elle est là.
Voilà, donc j'ai pris les 2 cartes de part et d'autre de la grande prêtresse et les 2 cartes, j'ai pris 2 cartes avant et 2 cartes après. Donc votre grande prêtresse, déjà, est entourée de bâtons. Le page de bâton et le 7 de bâton. Donc là, le message pour vous, il va s'adresser plus au domaine de la personnalité, du développement de soi, de l'affirmation de soi. On voit une évolution. Le nouveau monde va vous mettre face à vous-même et vous proposer de vous épanouir, de vous révéler à vous-même. C'est un petit peu le cas pour tout le monde, mais là, disons que c'est ce qui ressort plus précisément pour vous, plus intensément. On voit qu'il y a peut-être un défi, comme une marche qui est un peu haute à franchir entre votre aspiration à vous révéler, à entreprendre des choses, à créer dans la joie, peut-être à faire vos preuves. Cette énergie que vous sentez brûler en vous, qui vous pousse en avant, et le fait de vous confronter effectivement au monde, à l'altérité, aux difficultés, aux obstacles qui peut-être se dressent devant vous. C'est peut-être soit un défi pour vous, soit c'est quelque chose que vous apprenez à faire, de canaliser cette énergie très entreprenante, très joyeuse, très intense que vous ressentez, de la canaliser pour qu'elle serve vos intérêts, vos aspirations les plus grandes, les plus profondes, les plus belles. Que cette énergie ne soit pas mise à toutes les sauces, j'allais dire, qu'elle ne parte pas dans tous les sens, mais qu'elle soit bien utilisée pour aller vous servir et pas pour mettre du chaos dans vos actions et dans votre vie. C'est peut-être un apprentissage que vous avez déjà fait. Non, là, en fait, la question, c'est qu'y a-t-il derrière la grande prêtresse? Qu'est-ce qu'elle cache? Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se révéler à vous, cette capacité. Peut-être que vous avez sur 2025, on va dire, parce que c'est intemporel en fait. Si vous trouvez cette guidance à un autre moment, prenez-la pour ce qui vous parle à ce moment-là. Mais puisque là, on parle du nouveau monde et qu'on est en décembre 2025, ça nous dit peut-être que vous avez ressenti beaucoup, vous ressentez beaucoup d'énergie, une envie très forte de faire quelque chose, une aspiration, une envie de croquer la vie, et que un des trésors cachés de ce nouveau monde pour vous, un des trésors, parce qu'il peut y en avoir plein, mais là, on nous parle d'une capacité à bien cibler, à bien canaliser cette énergie pour lui permettre d'accomplir des prouesses, des choses très grandes et d'être dans des actions justes. On sent une espèce de sagesse qui s'instaure et qui vous permet d'aller beaucoup plus loin que si simplement vous étiez avec cette joie. Alors cette joie, elle est de départ, elle est très importante, il ne s'agit pas de la renier, mais c'est l'impulsion, c'est l'étincelle de départ. Et après, vous voyez, il faut souffler sur le feu là pour qu'il y ait toutes ces flammes. Il faut souffler sur l'étincelle, il faut souffler sur la... non, pas sur l'étincelle, il faut souffler sur la braise. Mais c'est vrai que si vous soufflez un petit peu partout, ça ne va avoir aucun effet. Il faut souffler à un endroit très précis, là où il y a de la braise, avoir rassemblé le petit fagot de bois sur la braise et souffler à un endroit précis pour que ça s'embrase. Là, il y a cette notion-là. Et puis, on a un 6 de coupe et un 4 de pentacle. Ici, on nous parle de quelque chose qui est bien géré, qui est bien dosé, qui est harmonisé, bien équilibré. On a à la fois le 6 de coupe qui est une carte d'harmonie, qui peut parler
des relations harmonieuses, d'un émotionnel apaisé, de plénitude. Et avec le 6, il y a quelque chose qui est très bien équilibré et harmonieux. On est dans quelque chose de stable. Et le 4 de denier, le 4, il est aussi très stable. Il nous parle de stabilité matérielle, de bien gérer le domaine matériel de sa vie. Donc là, il y a quelque chose d'assez ancré dans ces cartes, parce que on a 2 bâtons, donc on est quand même bien orienté sur la sphère de la personnalité, de l'affirmation de soi. Et puis on a d'un côté des coupes et de l'autre côté des pentacles, des deniers, qui équilibrent encore plus, qui stabilisent. On nous dit qu'il y a une quête de soi, une recherche d'épanouissement et un succès à ce niveau-là, mais qu'il n'y a pas d'excès, qu'il y a en plus une harmonie émotionnelle et un équilibre au niveau du matériel, du financier peut-être, bien ancré en tout cas dans la troisième dimension, dans ce que nécessite la vie sur Terre, la vie dans l'incarnation. Tout ça, c'est quand même ce que cache la grande prêtresse. Donc je pense que ce n'est pas forcément quelque chose que vous vivez déjà, ce serait plus un conseil. Là, on voit que votre aspiration d'épanouissement, elle va pouvoir se concrétiser si vous canalisez bien votre énergie et que vous la placez dans des actes bien choisis et pleins de sens. Et on vous conseille de veiller aussi à ne pas négliger les autres sphères de votre vie, qui sont la sphère émotionnelle, relationnelle, de prendre soin de vos relations, familiales, amicales, sentimentales, c'est les relations qui vous nourrissent, de ne pas délaisser peut-être la sphère relationnelle, émotionnelle, et de ne pas délaisser non plus la sphère matérielle qui reste, alors elle va peut-être, le domaine du matériel, il va peut-être se transformer dans le nouveau monde, mais en tout cas, on vous invite à garder une assise, une stabilité et un pied dans le matériel et un pied dans l'affectif, le relationnel, tout en mettant beaucoup d'énergie dans votre projet d'épanouissement personnel. On n'a pas d'épée. Donc l'épée, les épées, c'est les pensées, les paroles. C'est une énergie comme ça qui fuse, qui va vite, qui est très mentale, intellectuelle. On ne nous parle pas d'épée, donc ça veut dire que le domaine intellectuel, le domaine des pensées, peut-être qu'il est déjà bien actif chez vous. En tout cas, peut-être qu'il est déjà bien équilibré, parce qu'on ne vous demande ni de le mettre au premier plan, ni de le rééquilibrer, donc peut-être qu'il est déjà bien dosé chez vous. En tout cas, voilà, une invitation à cet équilibre, à ne négliger aucune sphère de votre vie, de votre incarnation, et à canaliser votre énergie pour l'envoyer dans la bonne direction. Mais là, pour moi, c'est ce que cache encore une fois la papesse, la grande prêtresse. Et donc, ça va se révéler à vous. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est un message pour le nouveau monde, pour vous dans le nouveau monde. C'est ce qui va vous être révélé. Je pense que ça va vous venir naturellement quand le moment sera venu. Donc voilà, mais le fait d'avoir conscience de ça et de pouvoir poser son attention dessus quand ça apparaîtra, ça peut être une bonne chose et ça peut vous aider à optimiser ces actions, ces énergies dans votre réalité pour les faire aller dans le sens que vous souhaitez. Voilà pour ce petit message supplémentaire de la grande prêtresse. J'espère que ça vous parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bienvenue à vous si vous avez choisi cette grande prêtresse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre dans le paquet.
et mélanger. Et maintenant, on va regarder où se trouve notre grande prêtresse, de quoi elle est entourée. Pour aller voir ce qu'elle a comme message pour nous, ce qui se cache derrière. La voilà. Alors, notre grande prêtresse est entourée par la roue de fortune, la reine de coupe, et puis le 2 de bâton et la tour. Donc là, ce qui me vient pour vous, c'est l'idée de laisser faire les choses. On a l'idée que le calendrier céleste, on va appeler ça comme ça, sera au rendez-vous et que vous n'avez pas à mettre en place d'actions particulières. Je vous dis ça évidemment, si vous avez envie de poser des actes, posez-les. C'est juste que vous n'avez pas à forcer les choses. On a l'impression que le rythme universel va vous être favorable et que votre job à vous, c'est de vous centrer sur votre cœur, d'être très à l'écoute de ce qui se passe en vous, de vos remous intérieurs. On a quand même la tour. Donc là, ça semble nous dire que il va y avoir des événements extérieurs, ou ça peut être aussi des événements intérieurs, des prises de conscience, mais des choses assez imprévisibles qui vont, entre guillemets, faire le travail pour vous. Je dis entre guillemets parce que l'univers ne fait jamais le travail pour nous. Mais parfois, on hésite à faire quelque chose, on ne sait pas trop, on a peur, ou on repousse une décision qui nous serait bénéfique, et un événement de la vie vient nous mettre face à cette décision, vient précipiter les choses, et on est amené à choisir, à aller dans un sens plus vite qu'on l'aurait fait soi-même si on avait eu tout notre temps, quoi. Donc là, il y a la notion, on a une très grande présence de la sphère émotionnelle, lunaire, féminine. C'est peut-être aussi le jeu choisi qui veut ça, mais enfin, c'est la carte que vous avez choisie, c'est la papesse que vous avez choisie, donc c'est quand même votre intériorité qui vous a mené vers ce message. On voit que ce qui est caché derrière le rideau, enfin, ce qui est derrière le rideau, on ne le voit pas, mais on voit en partie un bateau chahuté par les flots. Donc il y a la notion d'un domaine émotionnel qui est sur le devant de la scène, qui a une grande importance dans cette quête qui est la vôtre pour ce nouveau monde. J'ai l'impression qu'on vous dit, alors je ne sais pas comment vous avez mené votre vie, quelles ont été vos priorités jusqu'à maintenant, mais j'ai l'impression que peut-être vous avez réhabilité ou vous êtes en train de réhabiliter toute la sphère émotionnelle et de vous écouter beaucoup plus. Ou alors, c'est ce que vous allez être amené à faire dans ce nouveau monde. Et que le cadeau qui est derrière, c'est vraiment de vous remettre au premier plan, mais pas seulement vous, mais votre cœur, vos sentiments, de mettre toute votre foi dans ce langage-là, ce langage des émotions, des sentiments, des ressentis subtils peut-être, des intuitions, de lui accorder tout votre crédit, ce qui n'était peut-être pas le cas jusqu'à maintenant, ou peut-être que ça l'était, et que le nouveau monde va permettre à cette dimension de vous d'avoir toute sa place.
de s'affirmer, de s'assumer. On nous parle aussi peut-être de constater l'éveil de certaines perceptions, de certaines facultés, peut-être médiumniques, intuitives, sensitives, et d'être plus tourné, de tourner son attention vers toutes ces dimensions-là pour les remettre au premier plan, de se dire qu'elles méritent toute votre considération et toute la considération aussi du monde extérieur, tout le respect possible. C'est le cœur devient le moteur de tout. On est complètement immergé. Alors ça ne veut pas dire en être victime ou la subir, la sphère émotionnelle, mais on est immergé dans cette dimension sensitive, intuitive de l'être. Donc voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà? Et si vous le faites déjà, peut-être qu'on nous dit que dans le nouveau monde, votre rôle va être peut-être de défendre ça, pas de défendre dans le sens aller batailler pour défendre, mais d'être le porte-parole de ces dimensions-là et d'un mode de vie basé sur ces dimensions-là, où les émotions ont toute leur place, où on n'a plus à les brider, les refuser, les contenir. Et puis peut-être aussi, il y a l'idée de distinguer l'émotionnel du cœur, dans le sens où si l'émotionnel est le moteur de nos actions, on n'est pas vraiment maître de ce qui se passe. L'émotionnel peut être tout à fait réhabilité et respecté, mais ne pas prendre les commandes de votre vie pour autant. La reine de coupe, elle est pleinement à l'écoute de ses émotions, elle est consciente de ses blessures et elle englobe tout ce qui se passe en elle. Il y a la notion de voir l'émotionnel blessé, et de le distinguer de la flamme intérieure, du cœur dans le message qu'il porte. Pas voilé par les blessures, pas voilé par une douleur, mais le message originel, le diamant, c'est ça qui doit mener la danse, pas l'émotionnel blessé. Par contre, on peut remettre sur le devant de la scène le fait de prendre soin de l'émotionnel blessé et de l'accueillir pleinement. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment la notion de changement et de mouvement, mais sous deux angles différents. On a la roue de fortune qui nous parle du calendrier céleste, universel, des changements prévisibles, de ce qui est dans le cours des choses, dans la logique des choses, enfin dans quelque chose de naturel, qui se fait naturellement. On parle des cycles de vie et tout ça. Et la tour, à l'inverse, parle des changements mais brutaux et imprévisibles. Et là, on a les deux. Mais la tour a quelque chose de... C'est un changement imprévisible, mais elle est naturelle aussi, dans le sens où elle vient rétablir un équilibre qui est demandé par la nature. Si cet événement vient bousculer les choses, c'est parce qu'il y avait un déséquilibre, il y avait une demande de réharmoniser quelque chose, il y avait une situation qui n'était plus d'actualité et qui continuait à se perpétuer alors qu'elle n'était plus bénéfique. Donc là, on sent qu'il peut y avoir un événement comme ça qui soit à la fois une libération, mais qui puisse être vivre de façon un petit peu difficile avec la tour. Et là, on voit bien qu'il y a cette capacité à prendre dans les bras, à accueillir dans la douceur et dans l'amour ce qui se vit de difficile. C'est ce que fait aussi la reine de coupe. On sent vraiment une très grande capacité d'accueil, d'empathie, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. On peut accueillir une part blessée de soi-même comme on accueillerait un ami qui souffre. Et peut-être aller voir derrière la blessure, derrière ce qui s'exprime de
d'un peu souffrant, un peu ou beaucoup souffrant. Parce que bien souvent, il y a une aspiration très puissante qui est derrière ça, mais qui est faussée, dont l'image est un petit peu déformée par la souffrance, justement. Et là, comme la guidance générale nous parlait d'un décor qui s'effondre, comme la tour qui s'effondre, peut-être aller voir ce qu'il y a derrière, si la blessure et les croyances peut-être qui en découlent se fissurent, quelle est l'aspiration pure qui est derrière. Encore une fois, il ne s'agit pas de refuser quoi que ce soit ou d'essayer de forcer les choses, il s'agit juste de voir. Là, on regarde. Là aussi, là on englobe. On prend conscience de ce qui se passe et des mécanismes qui sont à l'œuvre, peut-être des mécanismes qui sont à l'origine de certains choix qu'on fait, de certaines décisions qu'on prend. Essayez de voir comment prendre soin de cet aspect de vous qui est chamboulé. Et voilà. Ben voilà pour ce petit message complémentaire. J'espère que ça vous parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bienvenue à vous si vous avez choisi la 3e grande prêtresse. Alors comme pour les autres, on va la remettre dans le paquet et mélanger. Et maintenant, on va chercher la grande prêtresse. Où est-ce qu'elle se cache dans le paquet? Ouf, elle était tout près de la fin. Alors, elle est entourée de ces 2 cartes et de ces 2 cartes. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, la grande prêtresse, pour ce choix, était collée au cavalier de bâton et au 5 de coupe. Et un peu plus loin, il y avait la reine de coupe et le roi de pentacle. Donc là, ce qui me vient pour vous, c'est l'idée de réunir 2 aspects de vous. On a en première carte le cavalier de bâton, qui est le passage par excellence. Le cavalier de bâton, tous les cavaliers du tarot sont en mouvement et initient des passages d'une couleur à une autre, d'un cycle à un autre. Et le cavalier de bâton, en plus de ça, c'est aussi la fin du cycle des arcanes mineurs. Et donc le passage à un autre cycle beaucoup plus vaste encore. Donc là, à travers cette carte, on ressent tout le chemin que vous avez parcouru, le travail que vous avez fait sur vous, et on sent une très grande maturité à travers ce jeu. Et on a cette grande prêtresse là qui porte une lune et un soleil, et elle est tournée vers la lune.
La grande prêtresse est très lunaire, elle a une énergie très féminine, très yin, mais elle a quand même ce soleil dans la main, au même niveau que la lune, et elle porte les deux. Moi, ce que je vois à travers ça, c'est que elle détient un secret, elle détient un potentiel. Et derrière cette énergie très lunaire, ce secret, il y a toute la lumière en potentiel qui est là, présente derrière le mystère, derrière ce qui est caché. Et là, la façon dont sont positionnés les personnages, je trouve ça très intéressant parce que le cavalier de bâton et son cheval, ils sont tournés vers la droite et c'est comme s'ils étaient en quête du soleil, en mouvement vers le soleil. Et on a ce signe du 5 de coupe à droite, sous la lune, qui est tourné lui vers la gauche et son cou a la même forme que le quartier de lune qui est sur sa carte et que le quartier de lune qui est sur la carte de la grande prêtresse. Donc je trouve qu'il y a une harmonie, enfin une grande cohérence dans le positionnement des personnages. Et c'est comme si la papesse, la grande prêtresse, elle faisait le lien entre les deux. En tout cas, elle invitait à regarder les deux. Elle porte les deux aspects sur ses mains. Et elle nous dit que les deux sont là, l'aspiration est là. Et alors le 5 de coupe, le signe du 5 de coupe est tourné vers le passé. Et il nous invite, il vous invite, si vous avez fait ce choix, à prendre conscience que derrière le signe se cache votre soleil. Le signe, enfin le 5 de coupe, en fait il y a plusieurs choses. Le 5 de coupe, il symbolise souvent, enfin on le lit souvent dans un tirage, comme la carte des deuils, des souffrances émotionnelles, des blessures, des pertes. Et puis il y a ce symbole du cygne, on l'a déjà eu dans des tirages, qui symbolise la grâce, mais qui fait aussi tout de suite penser au conte Le vilain petit canard, qui est vilain parce qu'il se considérait comme un canard étrange, anormal, alors qu'en fait il est un cygne. Il était jugé et rejeté tant qu'il n'était pas lui-même. Et donc là, le signe de cette carte, je le vois comme s'il était en train de prendre conscience qu'il est un cygne. Il se regarde lui-même, il est comme en train de déployer son aile, de prendre conscience qu'il est blanc, qu'il est plus grand qu'un canard, et que finalement il ressemble à un cygne. Et je pense qu'il n'a pas vu encore non plus qu'il avait une couronne sur la tête. Donc il est en train de se révéler, et en faisant ce travail de se révéler, en prenant conscience de qui il va nourrir le cavalier de bâton, qui lui est le symbole de la réalisation, de l'accomplissement maximal de l'être, et qui va vers le soleil intérieur de l'être. Le soleil, c'est vraiment... La lune, ça symbolise tout l'aspect, ici, caché de la papesse, de la grande prêtresse. Et le soleil, ça va être la mise en lumière du potentiel de réalisation de l'âme incarnée, qui, comme le cygne, parcourt tout son chemin de découverte de soi, de se révéler à soi-même, de découvrir sa beauté, sa majesté. Il y a un très grand travail de connaissance de soi à travers ces cartes. Et la grande prêtresse ici, c'est ça le trésor qu'elle cache. En fait, le signe est tourné vers la gauche, mais il se regarde lui-même. Il ne regarde pas le cavalier. Le signe du 5 de coupe, là, son rôle, c'est pas de voir loin, c'est pas de chercher le soleil. Simplement, c'est d'être conscient de lui-même, de sa transformation. C'est de se regarder avec lucidité, avec discernement, avec amour de soi aussi, et de constater, de reconnaître à quel point il est beau, quand il est lui-même. Parce que
il n'est pas beau parce qu'il est un cygne. Il est beau parce qu'il est lui-même cygne dans un monde de cygnes. Et le canard est beau parce qu'il est lui-même canard dans un monde de canards. Ça ne veut pas dire qu'il faut rencontrer que les personnes qui nous ressemblent. C'est au contraire que quand on est avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, il est d'autant plus important d'être soi-même et de ne pas chercher à être comme les personnes qui ne nous ressemblent pas. Il aurait très bien pu, à la fin du conte, il part voler avec les autres cygnes, mais il aurait pu rester dans sa famille de canards et qu'on reconnaisse qu'il est un cygne et que donc il se comporte comme un cygne et que les canards et les cygnes apprennent à se connaître et à s'apprécier. Mais bon, on s'écarte un peu du sujet. On a ensuite la reine de coupe et le cavalier de pentacle de part et d'autre. Donc la reine de coupe, pour moi, elle appuie le travail. En fait, elle soutient ce travail d'accueil de soi, de révélation à soi-même que le cygne est en train de faire. Elle est là pour soutenir. Et d'ailleurs, j'aime bien aussi comment sont positionnés cette reine et ce roi qui soit se regardent, soit la reine, j'ai l'impression qu'elle regarde le cygne et qu'elle lui montre, on dirait qu'elle lui tend la coupe. On dirait qu'elle lui montre un peu comment faire et qu'elle lui dit qu'elle est là pour le soutenir. Et puis le roi de pentacle, lui, il regarde vers la gauche et on peut avoir l'impression qu'il regarde, lui, le cavalier de bâton et il est là lui aussi en soutien. Un roi, c'est une figure très, très stable, très soutenante, une figure de maîtrise. Alors le roi de pentacle, en plus, il est tellement ancré, tellement stable et incarné qu'il est là vraiment en soutien, en stabilité, en sécurité. Et donc là, on a ces deux énergies, ces deux aspects, ces deux mouvements de l'être. Le cavalier de bâton qui tend vers cette lumière, qui fait ce passage. Le cygne qui est en train de se révéler, de prendre conscience de qui il est. Et les deux se nourrissent mutuellement. Et on a les énergies en dessous de la reine de coupe et du roi de pentacle qui, eux, sont comme les parents ici, les parents symboliques, qui soutiennent ce double mouvement, qui soutiennent ce double mouvement qui n'en est qu'un en fait, qui est ce mouvement qui est un mouvement de révélation de soi. La reine de coupe et le roi de pentacle, on a l'impression aussi, on peut avoir l'impression qu'ils se regardent et ils se mettent d'accord, ils sont d'accord sur le fait que, comme des parents très attentifs, ils veillent au grain, ils veillent que tout se passe bien. Ils ne font pas le travail, ils regardent le travail se faire, ils encouragent, ils soutiennent. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement ? Qu'est-ce que représentent ces parents symboliques concrètement ? Vous verrez ce qui comment ça vous parle spécifiquement. Si la notion de parents intérieurs, par exemple, vous parle. Moi, la façon dont je le lirais dans ce tirage, ce serait les deux énergies, les deux polarités universelles. La mère symbolique qui est la terre nourricière, et le roi, le père symbolique qui est le spirituel. On parle du père ciel et de la mère terre, le père ciel. Ces deux énergies qui sont imbriquées, elles se répondent vibratoirement. Et à la rencontre de ces deux énergies, il y a vous, il y a votre être, il y a votre manifestation, il y a l'épanouissement de qui vous êtes. Donc, le conseil ici, ce serait de vous relier à ces deux énergies, de vous connecter spirituellement avec vos chakras du haut. On avait cette notion des couleurs des chakras dans la guidance générale, le bleu et le rouge, à être connecté vers le haut par votre spiritualité, vos croyances, quelles qu'elles soient,
vos croyances ou vos façons de vous relier. Et puis de l'autre côté, une reliance à la terre, à l'incarnation, à la matière. Alors c'est marrant parce que c'est plutôt le roi de Pentacle qui nous relie à la matière et la reine de coupe qui nous permet de transcender les émotions. Mais tout ça c'est imbriqué en fait. Tout ça se répond. Et donc c'est l'idée d'avoir vraiment ces deux énergies qui vont vous permettre d'avoir une grande stabilité pour pouvoir continuer votre chemin de révélation à vous-même. Donc voilà pour cette petite guidance complémentaire. Voilà ce que nous disait la grande prêtresse que vous avez choisie. J'espère que ça vous parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.